France Maghreb 2. Bonjour à tous, bienvenue, ravi de vous retrouver sur France Maghreb 2. C'est parti pour votre LGF, l'émission qui vous parle et qui parle de vous jusque 18h avec aujourd'hui un trio qui seront extra avec nous aujourd'hui. Il y aura Nadia Lazouni, Yasser Louati et Anissa Rigui. Bonjour Anissa. Ça va, bonjour les auditeurs, les auditrices. Comment ça va ma chère Anissa? Ça va bien, merci. Maître Anissa Rigui avec nous. Ça fait plaisir de revenir, ça faisait un petit moment que C'est vrai? Ouais, tout à oui, fait. c'est vrai. La dernière fois que je suis venue, je crois que c'était à l'occasion de la spéciale Ramadan. Ah oui, en effet, ça remonte alors. Ouais, tout à fait. Bon, tout va bien? Très bien, merci, bon. Grâce à Dieu, tout va bien. Alors, évidemment, au programme, aujourd'hui, on va parler de cette agression terrible qui est survenue en Belgique. Je sais pas si t'as suivi, une femme voilée qui a été agressée, mais alors d'une violence rare. Et puis petite information que l'on traitera peut-être tout à l'heure, c'est que le policier auteur du tir mortel contre Boubacar du côté de Nantes a été placé en garde à vue à l'instant. Ça vient de tomber, donc affaire à suivre. Est-ce que c'est peut-être la tradition dans ce genre d'affaires, Anissa, non? Est-ce que quand un policier est mis en cause... En tout cas, entendu, ça c'est certain. Régime de garde à vue parfois non, je trouve. Enfin, pour être très honnête, je pense que c'est plutôt... Oui, ça devrait être logique en réalité à partir du moment où il y a une plainte qui est déposée. Au moins une audition libre, sinon une garde à vue. En tout cas, il y a peut-être une volonté, et je l'ai lu là dernièrement, une volonté de faire la lumière en tout état de cause. C'est ce qui a été annoncé par voie de presse, faire la lumière sur ce qui s'est passé. Eh bien, on verra cela tout à l'heure, on en reparlera avec nos chroniqueurs évidemment. Et vous, chers amis auditeurs, auditrices, c'est parti sur France Maghreb 2, voici le programme. Le Grand Forum avec Christophe Roux sur France Maghreb 2. Après l'attentat déjoué contre des musulmans, 2 membres de l'extrême droite arrêtés fin juin ont été remis en liberté conditionnelle malgré une volonté manifeste de passer à l'acte contre des musulmans. Ce type de décision va-t-il banaliser l'islamophobie? Selon vous, vous répondez à cette question sur Facebook France Maghreb 2 ainsi que sur Twitter LGF officiel. Ni sans bain de sang, évidemment. Passif de la succession, il y avait aussi et surtout l'Algérie. De Gaulle était revenu au pouvoir sur les épaules des militaires, en leur laissant croire qu'il acceptait de se mettre au service de l'Algérie française. Une cause à laquelle il ne croyait pas. Je vous ai compris. Algérie, le gros souci. Le magazine télévisé 5 colonnes à la une lui avait consacré son premier numéro. Alors ce soir, à l'occasion du Nouvel An, 5 colonnes à la une a voulu offrir un cadeau à la famille Robert et à travers elle à toutes les familles de France dont des êtres chers se battent en Algérie. Comme les Robert dans leur ferme près de Cavaillon, des dizaines de milliers de familles ont un fils en Algérie. 500 000. Ils sont 500 000 appelés dans le Djebel à traquer les nationalistes algériens, à risquer de tomber dans des embuscades. Chaque jour, on rapatrie blessés et cercueils. La France est embourbée depuis bientôt 5 ans dans une guerre baptisée événement, faute d'oser dire son nom. Pour ou contre la fin de la présence française en Algérie, l'opinion publique n'a pas encore choisi son camp. Une époque se caractérise par ceux qui la quittent. La voiture où se trouvait Albert Camus percute un arbre. Une vie rectiligne disparaît dans une embardée. Prix Nobel de littérature, homme de gauche, l'Algérie où vivait sa mère le déchirait. Sommé de prendre parti en faveur des nationalistes algériens, il avait répondu qu'il ne croyait pas à la justice avec des bombes dans les lieux publics. Et qu'à choisir entre sa mère et la justice, il choisirait sa mère. L'intelligentsia de gauche lui avait signifié son désaccord. Elle soutient, elle, les nationalistes du FLN. Une centaine d'intellectuels publient une déclaration sur le droit à l'insoumission dans la guerre d'Algérie, incitant les soldats du contingent à refuser de prendre les armes. Parmi les signataires, Sartre, Signoret, Duras, Beauvoir. Le ministre de l'Intérieur veut poursuivre Sartre. De Gaulle, on ne met pas Voltaire en prison. Alger, janvier 60. Des rafales de fusils mitrailleurs crépitent. Les forces de l'ordre ripostent, bilan 22 morts dont 14 gendarmes. C'est le début d'une autre guerre, franco-française cette fois, qui oppose les pieds noirs et une partie de l'armée de métier à De Gaulle. Il reproche au chef de l'État une politique conduisant inéluctablement à l'indépendance algérienne.
Nous ne comprenons plus la politique du président de Gaulle, avait déclaré le général Massu, pourtant l'un des artisans de son retour en 58. Massu était allé jusqu'à brandir la menace d'une intervention de l'armée si de Gaulle persistait. Il avait persisté. Certains Français de souche exigent que je renonce à l'autodétermination. Les Algériens diront ce qu'ils veulent être, cela ne leur sera pas dicté. Un an plus tard, De Gaulle consulte les Français par référendum. Au soir du 8 janvier 61, les dés sont jetés. Avec 75% des suffrages, ils approuvent son projet de loi conduisant à l'autodétermination des populations algériennes. Mais c'est surtout un oui à la paix. Vous avez une opinion, madame, à ce sujet? Oh mon Dieu, mais pourquoi? Il manquait plus que ça, alors. Mais non, il manque de plus. J'ai voté oui, j'ai voté pour la paix. Moi, ce que je demande, c'est la paix, c'est tout. C'est tout, parce que je peux avoir un jugement d'un an. Aussi bien pour moi que pour les autres, d'ailleurs, c'est la paix que je demande. Mais la paix n'est pas encore exactement à l'ordre du jour. Les appelés supportent de moins en moins d'être exposés dans un conflit dont ils ne perçoivent pas l'issue. Ils sont las de cette guerre, qui leur paraît de plus en plus injustifiée, et dont ils reviennent souvent traumatisés. J'ai eu du mal un peu à me réadapter, tout ça. J'ai du mal à me... Pourquoi? Parce que je reviens d'Algérie, quoi. J'étais récemment libéré. Une fois qu'on a fini l'armée, on a besoin de se libérer un bon coup, pour de bon, quoi. De vous libérer de quoi? Parce que, enfin, l'armée, quoi, vous ignorez pas qu'on est tenu, quoi, un peu. Alors on a besoin je sais pas moi, de sortir à toute heure. Oui, d'être libre surtout, oui. Pas tout le temps avoir quelqu'un derrière vous qui vous dise à telle heure faut être rentré. On a besoin de bouger, quoi. Qui vous parle. Je suis à Alger avec les généraux Zeller et Jouot et en liaison avec le général Chaland pour tenir notre serment, le serment de l'armée de garder l'Algérie. Dans la nuit du 21 avril, le premier régiment étranger de parachutistes s'empare du gouvernement général, de l'hôtel de ville et de l'aéroport. C'est un putsch dans la pure tradition sud-américaine. En 3 heures, Alger tombe aux mains des généraux Salan, Jouot, Chal et Zeller. À 20 heures, revêtu de l'uniforme des grandes heures, Jupiter tonne à la télévision. Un pouvoir insurrectionnel s'est établi en Algérie par un prononciamento militaire. J'interdis à tout Français, et d'abord à tous soldats, d'exécuter aucun de leurs ordres. Françaises, Français, aidez-moi. Une rumeur se répand. Les parachutistes vont sauter sur Paris. L'état d'urgence est décrété. La capitale est mise en état de siège. Michel Debré, le Premier ministre, s'adresse en pleine nuit aux Parisiens. Que les sirènes retentiront. Allez-y, à pied ou en voiture, convaincre des soldats trompés de leur lourde erreur et que chacun se sente une part de la nation. Tous derrière De Gaulle. Partis politiques, syndicats, organisations appellent à manifester. Intoxication au fantasme, aucun parachutiste ne sautera sur la capitale, ni ailleurs du reste. L'armée n'avait pas basculé. L'oreille collée à leur transistor, les appelés du contingent stationné en Algérie avaient entendu le message de De Gaulle. Et dès cet instant, les généraux avaient échoué. Arrêté et jugé 1 an plus tard, traduit devant des tribunaux spéciaux, Salan et les autres putschistes échapperont à la mort à la grande colère de Gaulle. À 30 000. Ils sont 20 000 à 30 000 Algériens de Paris à protester contre l'instauration d'un couvre-feu s'appliquant à eux seuls. Le préfet Maurice Papon avait arrêté cette mesure en réponse à des attentats FLN qui avaient pris les commissariats pour cible et causé la mort de 22 policiers. Pour un coup reçu, nous en porterons 10. Des manifestants sont jetés dans la Seine, d'autres dans le canal de l'Ourcq, certains retrouvés pendus.
40 morts selon les uns, 300 selon les autres. Aujourd'hui, c'est encore l'impossible bilan. De son côté, l'OAS, bras armé des tenants de l'Algérie française, multiplie assassinats ciblés en Algérie et attentats. Une même journée, 10 charges de plastique secouent la capitale. En réponse, les organisations de gauche manifestent au métro Charonne. Papon, toujours lui, donne l'ordre de s'y opposer. Bilan, 8 morts, tous membres de la CGT ou du Parti communiste. Paris a fait les funérailles les plus éloquentes. Ce cortège funèbre, qu'on l'évalue à 150 000 ou à 1 million de présences, avait la valeur d'une affirmation solennelle. Il ne faut plus que la paix intérieure soit troublée. À Évian, sous les fenêtres de l'hôtel du Parc, la tempête du lac s'est apaisée. Symbole peut-être. Et tour à tour, Belkacem Krim et la délégation FLN, Louis Jox et la délégation française se sont encore une fois retrouvés, mais cette fois pour conclure. Dans la soirée du 18 mars 1962, la télévision interrompt ses programmes pour annoncer qu'à Évian, un cessez-le-feu est conclu en Algérie. Cessez-le-feu, vite dit. Sa proclamation marque en Algérie l'apogée de la violence. L'OAS appelle les Européens à manifester. On tire sur l'armée qui réplique. On relève 54 morts. L'épisode de la rue d'Isly traumatise la communauté européenne, désormais certaine d'avoir définitivement perdu la partie. Le 3 juillet 1962, l'Algérie est indépendante après que les Français aient ratifié à 90% par référendum les accords d'Évian. Abandonnés sur place à la vindicte de leurs vainqueurs, plus de 10 000 supplétifs de l'armée française, les harkis, seront tués après le cessez-le-feu. Est-ce que vous croyez que votre vie serait en danger à ce moment-là? Oh, ma vie. Oui. Je servais les drapeaux. Je travaillais sous les drapeaux français, moi. Pour 900 000 Français d'Algérie, c'est l'exode. Pour n'avoir pas trouvé d'autre allié que le diable extrémiste OAS, ils doivent affronter l'hostilité de la métropole. La gauche, par angélisme anticolonialiste, manquera singulièrement de compassion à leur égard. C'est la paix après 130 ans de colonisation, 8 ans de conflit, 250 000 morts côté algérien, 30 000 côté français et en héritage, une déchirure pour plusieurs générations. Mais pour la première fois depuis 23 ans, la France n'est plus en guerre. Voilà pour ce documentaire extrait donc et retour sur cette histoire lourde donc de la guerre d'Algérie, de cette fête de l'indépendance de ce 5 juillet 1962 dont c'est le 56e anniversaire, ma chère Anissa. Une lourde histoire évoquée en quelques minutes, j'ai envie de dire, avec des épisodes marquants. Monsieur Yasser Louati, bonjour.
Bonjour Christophe. Comment ça va? Très bien et toi? Oui, très bien, cher ami SR. Alors, évidemment, si vous souhaitez nous appeler pour en parler, 01 40 33 9000. La question du jour aujourd'hui, c'est par rapport à cette info plutôt très étrange sur le fait que, vous vous souvenez, il y a quelques semaines, on avait arrêté une dizaine d'individus d'extrême droite qui projetaient de commettre des attentats terroristes contre les musulmans. Eh bien, on a appris via voie de presse, notamment Le Parisien, sans que ce soit d'ailleurs trop ébruité dans les médias mainstream, que on avait relâché d'abord 4, puis 2, et parmi les 2, ce sont ce qu'on peut appeler les meneurs, donc qui ont été placés en libération conditionnelle, en liberté conditionnelle. C'est très étrange et la question que je vous la pose, telle que nous la pensons aujourd'hui, est-ce que ce type d'action, de décision, va banaliser l'islamophobie? Je pense que Yasser Louati, cofondateur du CJL, ça te parle. Oui, énormément, surtout que c'était un peu prévisible. On avait déjà eu le cas... Près du micro, s'il te plaît. Voilà. C'est comme ça. On avait déjà eu le cas pendant l'état d'urgence, un militant d'extrême droite dans la région PACA qui a été perquisitionné. On retrouve des armes chez lui, tout un arsenal, et qui en fait pas inquiété, pas de mise, comment dire ça, pas de mise en examen, pas de rien. Voilà, il est perquisitionné, puis on passe à autre chose. Donc même pas d'assignation à résidence. Quand des musulmans, eux, se retrouvent assignés à résidence pour une parole ou pour avoir été dénoncés par leurs voisins pour une barbe, le port d'une djellaba ou d'un foulard, ben voilà, la République n'a pas d'honneur, mais elle sait par contre faire des barres d'honneur. Moi, la question, je me la pose, Anissa, et on peut se la poser tranquillement. Est-ce que, par exemple, si ça avait touché une autre communauté ou d'autres personnes, est-ce que on aurait placé des individus en liberté conditionnelle? On rappelle peut-être d'ailleurs, Anissa, d'un point de vue juridique, qu'est-ce que la liberté conditionnelle? Alors, la liberté... alors, là, ils sont placés sous contrôle judiciaire, d'accord. La liberté conditionnelle, enfin, la libération conditionnelle, c'est un terme technique qui vient après une peine, enfin dans le cadre d'une peine, donc après un jugement, c'est ce que je disais tout à l'heure. Là, le contrôle judiciaire, on est avant le jugement. C'est une mesure de sûreté qui vise à assurer la représentation en justice des personnes qui sont placées sous cette mesure, en leur fixant des obligations, par exemple pointer une fois par semaine au commissariat, éventuellement remettre leur passeport, suivre une formation, faire un travail, enfin voilà, c'est ce type d'obligation qu'on adjoint à cette mesure de sûreté. Mais l'objectif, c'est de faire en sorte que les personnes ne quittent pas le territoire et assument leur responsabilité pénale lorsqu'elles seront traduites devant un tribunal, une cour d'assises, devant une juridiction française. Alors, est-ce que pour toi, Anissa, ce type d'action, ce type de décision, va eh bien tout simplement banaliser l'islamophobie? Maintenant, islamophobie, c'est un terme que l'on emploie, mais qui fait qui n'interpelle même plus, j'ai envie de dire, alors que c'est même un terme réfuté quand même. C'est un terme que pas mal d'organisations et d'hommes politiques ont du mal à employer déjà. Ont du mal à employer. C'est quand même là pour le coup, on peut pas non plus nier, je dirais, le caractère islamophobe de l'organisation. L'idée, c'était vraiment de viser des musulmans, des femmes voilées, des sortants de prison, des imams jugés. Alors on sait pas sur quels critères radicaux. Donc là, me dire qu'il n'y a pas d'islamophobie, c'est quand même un peu ridicule, j'ai envie de dire. Voilà. Oui, ridicule. Le mot est faible. Alors évidemment, qu'en pensez-vous? Alors 91% sur Facebook pensent effectivement que ce type de décision va banaliser l'islamophobie. 9% pensent que non, donc voilà. Après, il faut voir concrètement ce qu'il y a dans le dossier. Excusez-moi, mais moi, c'est toujours le même problème. C'est-à-dire que tant que... on commence à avoir des éléments. Alors, le truc, c'est ça, c'est que la difficulté, c'est qu'on n'a pas finalement beaucoup d'éléments du dossier. On sait juste qu'il y a une organisation qui s'est mise en place, qui visait en effet une population précise, les musulmans, en s'attaquant à eux, de quelle manière, comment, on n'en sait strictement rien. Et je crois que en réalité, ça met en exergue aussi le fait que sur ce type d'actes terroristes particulièrement graves, gravissime, on n'est pas, enfin la presse ne se
ne s'est pas franchement emparé du sujet et n'en a pas donné plus d'explications. Bah oui. On sait que dans d'autres sujets, enfin sur d'autres dossiers, on a dans le menu détail les déclarations qui ont été faites en garde à vue. On a parfois un procureur de la République qui vient occuper la place publique. Là, on ne sait rien du tout. Bon, en même temps, vous me direz, c'est un peu normal. Il y a le secret de l'instruction, le secret de l'enquête, mais voilà, ce qui est gênant, c'est qu'on ne parle pas plus de cela, enfin plus que cela de ce qui est quand même un acte grave, un acte qui vient attenter au pacte républicain. Yasser, on a des éléments quand même sur ce que projetaient de faire ces gens-là, ces individus, de s'en prendre notamment aux imams dits salafistes, d'agresser des femmes voilées. Non, c'était ce qu'on appelle l'islam radical. Ouais. Des imams et des femmes voilées. Ouais, des femmes voilées au hasard, hein. Pris au hasard. Et après, ces trois termes-là sont des termes qui sont constamment employés non seulement par l'extrême droite, mais aussi par la gauche laïcarde. Ouais. Ça veut dire que le vocabulaire qui a été employé est aussi bien repris par Marine Le Pen que par des organisations comme le Printemps républicain, le Comité laïcité républicain, le Comité laïcité république, la LICRA, pour ne citer que. Donc on voit bien que la normalisation de ces termes fallacieux qui sont employés justement dans des débats où on parle d'atteinte à la laïcité, de menaces pour la sécurité nationale, menaces à atteinte à ce qu'on appelle l'identité française, etc. Ouais. Donc ces personnes-là qu'on appelle ultra-droite, terme que je réfute parce qu'ils n'ont rien d'ultra, c'est l'extrême droite qui troque le discours politique pour de la violence politique, on voit bien que le vocabulaire employé par ces personnes-là est le même qui a été banalisé par cette gauche soi-disant républicaine. Donc maintenant, il va falloir demander des comptes sur la banalisation de ces controverses quasi mensuelles. Et maintenant, en ce qui concerne le secret de l'instruction ou les mesures qui ont été prises, je suis désolé Anissa, là on voit bien que l'affaire est traitée avec des pincettes, tout est passé sous silence, comme s'il y avait une pudeur de gazelle qui avait été décrétée au sommet de l'État. Non, ces personnes-là, je dis que sur d'autres dossiers, en effet, on a parlé au menu détail, les auditions qui ont été faites en garde à vue, tout ça, et que là, comme justement, on pourrait nous opposer le secret de l'instruction et le secret de l'enquête pour éviter d'avoir plus de détails sur concrètement ce qui était projeté. En fait, ces personnes-là sont pas apparues nulle part. Elles avaient des comptes Facebook, elles avaient des sites internet, des prospectus tournés. Il faut quand même se souvenir qu'il y a plus d'un an, déjà le directeur du renseignement intérieur, je pense que c'est Patrick Calvar, parlait déjà d'un danger de guerre civile en France, avec ce qu'il appelait lui-même l'extrême droite ou l'ultra-droite, je sais plus quel terme il employait, qui se préparait à une confrontation directe avec les personnes de confession musulmane. Et ces personnes de confession musulmane triées au hasard. On n'a pas dit contre les recruteurs de Daesh, non. C'était on va taper sur les musulmans pour leur faire payer le prix des attentats. Et j'ai eu justement un échange avec un ami journaliste. Lui me disait justement, c'est que la raison pour laquelle on n'a pas eu des actions violentes à grande échelle contre les musulmans, c'est parce que l'État justement a pris en charge les représailles contre les musulmans avec ce qu'on appelle l'état d'urgence et le message qui a été envoyé à l'opinion publique, à savoir ces perquisitions brutales dans les domiciles, les commerces et les mosquées, sans parler non plus des centaines de personnes qui ont été assignées à résidence sans raison. Et je vais reprendre les propos d'un responsable associatif du nord de Paris après une rencontre avec un préfet de la région Île-de-France. Ce dernier leur disait soyez patients, il faut qu'on envoie un message. Donc là maintenant, cette phase, on va dire, de flottement est passée. Des groupes sont en train de s'organiser et se sont lourdement armés. Des laboratoires ont été retrouvés et j'ai pas l'impression qu'on prend la mesure du danger. Je rappelle aussi que pour parler de sciemment mais bien sûr que c'est sciemment. On peut pas. Non mais je veux dire, là, Christophe, il y a un moment, il faudrait vraiment qu'on se dise, ce n'est pas une conspiration ni une théorie du complot, c'est savamment orchestré. Et BFM qui fait les choux gras du matin au soir sur les questions de radicalisation, tout à coup il n'y a plus de radicalisation quand on parle de l'extrême droite. Emmanuel Macron est resté silencieux. Je rappelle qu'il y a quelques semaines, Gérard Collomb comparait le foulard de Mariam Pouchtou, militante syndicale à l'UNEF, à un agent de recrutement de Daesh, juste parce qu'elle porte un foulard.
Donc le message qui est envoyé, ce n'est pas seulement que Marine Le Pen a ses sbires qui vont passer à l'action, c'est que toute la rhétorique employée contre les musulmans au sein même de l'État sous le gouvernement Macron et Philippe nous montre que aujourd'hui la vie des musulmans est potentiellement mise en danger et que l'État ne fait rien et que la presse justement minimise le danger en cours en parlant d'ultra-droite ou en passant justement l'affaire sous silence. Oui, il y a de quoi effectivement s'interroger. Pour répondre à cette question, n'hésitez pas en tout cas à nous appeler au 01 40 33 9000. Est-ce que ce type de décision vise à banaliser finalement l'islamophobie? C'est un peu ce qu'est en train d'expliquer Yasser. Il y a aussi un autre élément dans cette affaire, c'est qu'ils avaient prévu aussi d'empoisonner les magasins halal. Voilà, les rayons halal. Donc on commence à avoir quand même des éléments sur ce qu'ils projetaient de faire. Et l'inquiétude qu'on peut peut-être avoir, Yasser, Anissa, c'est aussi le fait qu'on a arrêté effectivement une dizaine d'individus, mais il y en a certainement beaucoup d'autres. Le message qui est envoyé, c'est soyez discrets maintenant. Ouais. C'est pas en fait l'État a tapé du poing sur la table pour dire on ne tolérera aucune forme de violence politique sur le territoire national. C'est comme tu l'as dit Anissa, bon voilà, on va jouer avec la procédure, on va passer tout ça sous silence, mais on n'a rien vu de concret pour condamner fermement. Je rappelle qu'il y a des personnes qui ont fini en prison pour des paroles sous l'accusation, ce qu'on appelle apologie de terrorisme. Là, nous avons des personnes qui manifestement voulaient cibler les personnes de confession musulmane parce qu'elles sont de confession musulmane ou perçues comme telles. Mais et là, il ne fait rien. Une responsabilité politique à ce niveau-là, parce que c'est vrai que là, on parle de la décision judiciaire de placer ces individus sous contrôle judiciaire, mais en même temps, j'ai le sentiment qu'il n'y a pas eu forcément de remous dans le champ politique de la découverte de cette cellule terroriste braquée contre les musulmans. Il y a à part Collomb qui s'est félicité en effet de l'interpellation de ces. Mais bon, comme Valls. Hein. Ouais. Oui, tout à fait. Mais j'ai pas le sentiment que dans les hautes instances politiques, il y a eu une prise de position claire. Alors justement, est-ce que c'est pas à ce niveau-là qu'on aurait dû attendre une condamnation ferme de ces agissements? Sincèrement, je suis contre le fait qu'on attende quoi que ce soit de l'État, parce que les rapports de force sont. Il n'y a plus rien à attendre, Yasser. Sincèrement, il n'y a plus rien à attendre. Mais qu'est-ce qu'on fait alors? On est dans ce cas-là, on fait quoi? Le problème, c'est qu'on. D'accord. Est-ce qu'il y a eu des mobilisations concrètes contre ce genre de terrorisme? Il n'y en a pas eu. Ça fait des années que l'extrême droite se prépare. Ça fait des années que des groupuscules identitaires se pavanent dans les rues en menaçant les Noirs, les basanés et les musulmans en règle générale. Ça fait des années qu'ils partent s'entraîner en Ukraine. Et après leur retour, il y a personne qui les inquiète. Pub, et on est de retour très vite avec vous, chers amis auditeurs, au 01 40 33 9000. Et Yasser Louati nous proposera dans son avis tranché tout à l'heure, on va lui laisser un peu de temps peut-être, un espèce de bilan. On fait le bilan, mais toujours calmement. À tout de suite. France Maghreb 2 et sur Twitter @GF officiel. Après donc avoir appris que c'est deux grands responsables de ce mouvement, de ce groupe qui s'apprêtait à commettre des attentats contre les musulmans, des membres d'extrême droite, il faut le dire et le rappeler, le marteler, ont été placés en liberté conditionnelle. C'est-à-dire que en fait ils sont libres. Qui sont certaines choses à faire, mais que dès qu'ils commettent la moindre petite chose, une petite entorse, hop, c'est directement par la case prison. Mais ils peuvent agir tranquillement et surtout peut-être fomenter d'autres personnes, parce qu'il y a ces personnes qui sont là, qui sont pas été inquiétées et qui peut-être émergent. Qu'est-ce que ça envoie comme message, Yasser, Anissa, amis auditrices auditeurs, aux musulmans? C'est vous êtes des citoyens de seconde zone, c'est ça? Yasser. Écoute, moi, me concernant, de toute façon, dire citoyen de seconde zone ou pas, je vais pas en arrêter en fait au simple testament, à la simple déclaration. Il faut voir comment ce que l'État traite la violence qui concerne les personnes de confession musulmane. On voit bien que dès que les musulmans se retrouvent agressés, c'est que ça casse le mythe que les musulmans sont toujours coupables, et ça met mal à l'aise la théorie selon laquelle les musulmans, ils ne sont que coupables et jamais victimes. Bon, j'aime pas le terme victime parce qu'il a été suremployé concernant l'islamophobie. En gros, les musulmans sont dans une position victimaire et il y a une espèce de surenchère victimaire. Oui, les musulmans, on nous montre une femme voilée qui se fait agresser avec un œil au beurre noir, donnez-nous l'argent, on va vous défendre. Non, je parle seulement du fait que lorsque
la violence cible les personnes de confession musulmane, on voit pas un État qui réagit. Combien de mosquées ont été saccagées, par exemple, par la police pendant l'état d'urgence? On n'a pas vu l'État s'en émouvoir. On l'a vu, par exemple, avec les personnes agressées en Corse, avec des slogans hautement racistes. On n'a pas vu l'État, justement, s'en offusquer avec la mosquée qui a été saccagée par les ultras corses. Maintenant, ce qui concerne ce groupuscule qui s'est organisé justement pour cibler les personnes de confession musulmane, là, on parle pas du skinhead moyen. On parle de personnes qui ont été entraînées par la police, la gendarmerie, des retraités ou des personnes qui sont encore en poste, des anciens hauts fonctionnaires. Ça veut dire que ces personnes-là viennent avec leurs compétences individuelles, leur réseau et leurs entrées dans les arcanes de l'État. Donc maintenant, ces personnes-là se sont amalgamées autour d'une idéologie, on va dire, suicidaire pour la France, pour ne pas dire mortifère pour chacun d'entre nous. Mais là, ça concerne les personnes de confession musulmane. Et j'attends de voir Gérard Collomb qui dit « Nous allons poursuivre ces personnes-là, nous assurer que nous les combattrons jusqu'au dernier. » Or, ce même Gérard Collomb, lorsqu'on lui a parlé, ou plutôt lorsque l'information est remontée que des groupes identitaires surveillaient la frontière, de quoi est-ce qu'il a parlé? De gesticulation. On voit bien qu'il y a un 2 poids 2 mesures. Encore une fois, je rappelle que des identitaires et des personnes membres de l'extrême droite vont en Ukraine participer au conflit sur place, reviennent avec un savoir-faire, le maniement des armes, la fabrication d'explosifs. Ces personnes-là ne sont pas inquiétées. Lorsque ces personnes-là reviennent en France, on ne les voit pas finir en garde à vue. Et pour faire pire encore, on a Natacha Polony en personne qui justifie, disant que ces pauvres types, parce que l'État leur envoie le message qu'ils ne combattent pas ce qu'elle appelle l'islam radical, en gros ils vont le faire à sa place. J'attends encore de voir cette personne-là poursuivie pour apologie de terrorisme. Il y en a qui ont été poursuivis pour beaucoup moins que ça. Est-ce que Natacha Polony sera poursuivie pour apologie de terrorisme? Et Henri de entre nous, tu l'as vu aussi? Est-ce qu'une plainte a été déposée d'ailleurs contre? Il y a rien. Non, mais alors justement, ça pose le problème. Pardon, Anissa, ça pose aussi le problème parce que là, on est en train évidemment de s'offusquer, de poser des questions par rapport à l'État et ce qu'elle fait. Mais alors, les musulmans, ils réagissent comment? Ils sont où? Les différentes associations, les instances religieuses, elles sont où? Je vous pose la question, elles sont où? Il n'y a pas de plainte de déposer, les musulmans se font insulter et il y a des projets d'attentats contre eux et les musulmans, on reste là, tranquille, on attend, tranquille. On tend l'autre joue pour se faire battre, c'est ça le truc? C'est quoi le message aussi? En fait, je pense qu'il y a aussi une grande problématique, plutôt un mode de fonctionnement qui a été imposé depuis maintenant des décennies. C'est en gros de laisser faire les soi-disant représentants, en gros déléguer la lutte pour les intérêts des personnes de confession musulmane. Les musulmans, ceux qu'on appelle les musulmans, sont des communautés de foi, donc la mosquée joue un rôle primordial, ce n'est pas un rôle central. Et donc on voit que ces organisations-là, ont intériorisé la peur bleue de l'État. Pour beaucoup, elles viennent de ce qu'on appelle le bled, de l'étranger. Elles ne sont pas habituées à se battre pour leurs droits. Pour elles, serrer la main du maire est un honneur à vie. On prend la photo, monsieur le maire. Mais sincèrement, et là je fais un appel, quitte à de toute façon, je pense que dans les mosquées, je suis pas vraiment le bienvenu pour parler de ce genre de choses, et je sais parfaitement. Mais je le dis et je le redis, tant que les personnes de confession musulmane ne prennent pas le contrôle de leur mosquée, ne demandent pas des comptes à leurs associations, n'exigent pas la transparence vis-à-vis de ceux qui parlent en leur nom et qui leur promettent monts et merveilles, qui en retour les regardent avec mépris, la situation perdurera. Pourquoi? Parce que c'est un islam de suivisme qui est instauré dans les mosquées. En gros, obéissez et ne posez pas de questions. Et encore une fois, beaucoup ces personnes qui se sont accaparées la parole de ceux qu'on appelle les musulmans ou leur représentativité, aujourd'hui se tairent dans le silence, dans la préparation de l'annonce d'Emmanuel Macron en ce qui concerne l'organisation de ce qu'on appelle l'islam de France. C'est prévu pour bientôt d'ailleurs. C'est prévu pour bientôt, et toutes ces personnes-là, à part quelques exceptions bien sûr, et peut-être brûlées ici et là, qui font preuve de transparence et d'intégrité, ces personnes-là attendent justement un poste de je ne sais quoi pour manger dans la maquerelle d'Emmanuel Macron. Encore une fois, si vous fréquentez les mosquées et que vous êtes déçus par ces organisations religieuses qui organisent votre culte, il n'en tient qu'à vous justement de reprendre le pouvoir, d'exiger des élections pour que vous choisissiez
policiers, ouais, mais ça, c'est les des mots, Yasser. Comment on fait concrètement? Concrètement, on fait comment? Au-delà des mosquées, il y a quand même des organisations aussi juridiques qui se sont organisées, enfin, qui se sont justement. Mais elles sont pas confessionnelles. Non, qui sont pas confessionnelles. Là, on parle seulement de la question confessionnelle pour non, l'instant. Non, on parlait de défense des musulmans, justement, et de leur possibilité de porter sur la scène juridique, des propos comme ceux de Natacha Polony, par exemple. Tout à fait. Il est pas, enfin, je veux dire, c'est pas obligatoire, c'est pas un préalable requis que d'appartenir à une mosquée pour pouvoir justement déposer plainte contre je parle pas de propos. Encore une fois, au-delà des mosquées, il y a des actions. Bon, en fait, tout simplement. Pour commencer, j'ai commencé en disant que les communautés musulmanes sont des communautés de foi, donc la mosquée joue un rôle central. Ouais. Mais si la structure centrale de ces communautés-là est déjà en acceptance totale de ce diktat, en gros, montrez patte blanche et taisez-vous, ou en gros, c'est accepter le statu quo et ne changez pas l'ordre des choses. Or, l'ordre des choses est au détriment des personnes de confession musulmane, et on voit bien combien de personnes au sein des mosquées se sont soulevés pour dire mais vous ne parlez pas, vous ne dites rien, et ont été exclus des mosquées. Il y a un moment, il va falloir dénoncer cette espèce de lâcheté qu'on justifie avec des textes religieux pour dire ah mais vous savez l'islam c'est il faut se taire, il faut la fermer. Non, justement, si vous dites que l'islam est une religion qui appelle à la justice sociale et à l'égalité entre citoyens, dans ce cas-là, montrez-le. Or, on voit bien que bien des mosquées sont entre guillemets, excusez-moi du terme, maqués soit avec le maire, soit avec le préfet, soit directement avec le consulat d'un pays étranger. S'il n'y a pas de prise de conscience à l'échelle du fidèle lui-même ou elle-même qui se dit il ne suffit pas de venir prier et de rentrer chez moi et de laisser faire les choses, maintenant j'ai une responsabilité. Or, tu le disais il y a quelques semaines, Anissa, c'était à base de, excusez-moi ce langage, ah mais moi je fais ma prière, je paye mon aumône et je rentre chez moi. Donc en gros, après moi le déluge. Ben, je suis désolé avec ce mode de fonctionnement-là. Pas du tout. D'abord, c'était pas tout à fait dans cette optique-là que j'avais dit cela. J'avais dit qu'en effet, il n'y avait pas nécessité d'attendre quelque chose de la mosquée, comme toi tout à l'heure tu disais, il n'y avait pas nécessité d'attendre quelque chose de l'État, premièrement. Et puis deuxièmement, je maintiens que, à mon sens, il faut aussi déreligieuser, je sais pas comment le dire, l'action juridique. Je reste cantonné à cette question. S'il y a rien à attendre de la mosquée, comme tu le dis, il y a personne. Voilà, non mais attends, il y a quand même des organisations juridiques qui se sont créées dernièrement. Je sais pas, peut-être que Nasser pourra peut-être en parler. Yasser, pardon. Le CJL, voilà. Je vais profiter pour faire peut-être la pub, parler un peu du CJL. Le CJL justement refuse. Ouais. En fait, il va investir ou investit déjà le champ juridique, mais d'abord, il faut se rendre compte que le droit se rétracte. Oui. Donc, la stratégie qui consistait à porter plainte à tout bout de champ ne marche pas. On voit bien que pour commencer, on enferme les islamophobes, ou plutôt, on permet aux islamophobes de se positionner en victime. J'étais là au procès Yvan Rioufol, je suis désolé, je l'ai vu pleurnicher dans le tribunal. Oui, on veut me faire taire, on veut me tuer, etc. Et puis sur les réseaux sociaux, oui, je me suis défendu contre les frères musulmans, les islamistes, etc. Pour moi, porter plainte parce qu'une personne a dit des choses, etc., ça ne marche pas. On leur permet justement de se positionner en victime. L'autre problème qui se pose, c'est de consister à dire, eh bien, c'est quoi, restez victime et on va vous défendre à votre place. Tant qu'il n'y a pas une prise de conscience généralisée dans la tête de chaque individu, pour se dire, si c'est pas moi qui, à mon échelle, prends le combat en main pour mon égalité, pour l'équité, pour ma dignité, celle de ma femme, de mon mari, de mes enfants et de mes proches, il n'y a rien qui va changer. Et encore une fois, le fait de porter plainte ne mène à rien. La justice en France n'est pas autonome, c'est un secret pour personne. Le procureur n'a pas l'autonomie qu'on aimerait qu'il ait. On voit très bien qu'à chaque fois que les personnes de confession musulmane portent plainte pour X ou Y raison sur une base islamophobe, c'est soit classé sans suite, soit la personne qui est victime à la base devient traitée comme le coupable. Il faut sortir, à mon avis. Je pense que ça fait maintenant 15 ans qu'on a adopté la stratégie du on va porter plainte et réussir par les tribunaux. Vous ne réussissez quand même, je sais pas, mais c'est quand même une exigence justement de ce qu'on appelle l'état de droit. On peut pas, je comprends pas. Moi, je comprends pas le discours qui consiste à dire on nous crache à la gueule, mais il faut rien faire, faut rien attendre. Faut rien attendre de la mosquée, faut rien attendre de la justice parce qu'on se fait passer pour les agresseurs. Qu'est-ce qui reste alors, s'organiser militairement? Non,
c'est contre-productif et c'est complètement impensable. Non, Anissa, s'organiser, non mais ce que je veux dire, voilà, qu'est-ce qui reste finalement? Si on poursuit là c'est pareil, je veux dire, il y a eu des, au niveau local, il y a eu des partis politiques musulmans, excuse-moi. Enfin, je suis contre, je suis désolé, moi. Bon, bah voilà, donc qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? C'est facile de s'indigner, mais moi la question c'est ça, c'est qu'est-ce qu'on fait? Comment on traduit ça? Prise de conscience générale, d'accord. Non mais comment on traduit ça? Est-ce que déjà, non mais d'abord Anissa, t'es juriste. D'accord. Oui. Moi, justement, j'allais te répondre sur la question du classement sans suite du procureur de la République. Rien n'empêche, après un classement sans suite, de faire citer directement la personne devant le tribunal correctionnel. Voilà. Alors tu me dis, j'ai vu Ruffiol se plaindre, pleurnicher, tout ça. Bon, soit. Il y en a. Je peux pas te citer, j'ai pas d'exemple. Tu l'as appelé comment? Ruffiol. J'ai pensé à Cassano. Oui. Voilà, c'est pas. Si tu veux, voilà, j'ai pas d'exemple en tête, mais ce type d'action peut aussi prospérer. Alors c'est peut-être épisodique, c'est peut-être ridicule au regard de la masse de propos islamophobes, d'actes islamophobes qu'on peut observer en France, mais c'est déjà, à mon sens, même symboliquement, une petite victoire et on peut pas se dire, je sais pas moi, une condamnation même sur le plan juridique. Mais qui était condamné? Je sais pas, mais je vais faire une petite recherche. Allez, faisons une petite recherche. Georges Bensoussan, acquitté. Ruffiol, acquitté. Zemmour, condamné. Ouais, Zemmour. Zemmour, le cas le plus d'accord. Voilà. Le cas le plus d'accord. Et ça aboutit à quoi, Zemmour? Il est encore en poste à RTL. Non mais ça après c'est autre chose. Mais on peut pas dire. Non mais attends, je suis désolé, on peut pas avoir Là pour le coup Yasser il a un peu raison. C'est-à-dire qu'il est condamné, le mec, il continue d'exercer, de cracher sa haine. Mais il est condamné. Moi je place le débat sur le terrain juridique. Il est condamné. Mais le terrain juridique ne peut pas. C'est pas un îlot. C'est peut-être pas suffisant. On peut pas déconnecter le terrain juridique du reste. Mais c'est peut-être pas suffisant. Il y a peut-être d'autres actions à mener. Mais déjà ça concrètement c'est une victoire. Merde. Zemmour qui occupait comment dire l'antenne. Mais il occupe toujours. Oui, non, mais d'accord, mais je veux dire, un peu moins. Un peu moins aujourd'hui. Excuse-moi, j'ai le sentiment quand même que déjà ça, c'est une petite victoire. Alors c'est pas énorme aux yeux de Yasser. Je t'en prie. C'est pas énorme, mais c'est déjà un bon début. Mais c'est déjà un bon début. Non. Il faut pas, à mon sens, se dire c'est pas suffisant. C'est pas suffisant, donc on va cracher sur cette victoire, quoi. Anissa, ce qu'il faut quand même garder en tête. Il y a Kamel qui attend. Ouais, je reprends encore. On va le prendre. Ouais. Exister, c'est exister politiquement. Je suis désolé. Quand on attend que la justice fasse son travail, alors que la justice elle-même n'est pas autonome, qu'il y a déjà un parti pris au sein même de l'État, et qu'on voit bien que là, dans toutes les plaintes qui sont posées, la plupart n'aboutissent pas, ou bien on aboutit à un classement sans suite. Moi, je suis désolé. Même quand ça aboutit dans le cas Zemmour, Éric Zemmour, je suis désolé, n'a pas été blacklisté dans les médias. Or, encore une fois, ce qui compte, ce n'est pas de faire taire Zemmour. Il a le droit de s'exprimer me concernant, mais par contre, il faut s'assurer que ses contradicteurs soient en face de lui quand il parle. Or, on voit bien que ce qu'on appelle la liberté d'expression, ce n'est pas un droit universel, c'est un privilège. C'est pour ça que quand je parle de s'organiser politiquement, ce n'est pas un parti politique ou bien de s'arrêter à des plaintes, c'est la coordination de différentes actions qui aboutissent à changer le statu quo. Mais on peut pas non plus départir de l'action juridique, c'est ça que je suis en train de dire. L'action juridique, elle est pas suffisante. Elle est certes pas suffisante. Non mais d'accord, mais je pense que c'est quand même important. Excuse-moi, là encore, je vais pas revenir sur Zemmour, mais en effet, je trouve qu'il occupe beaucoup moins la place publique aujourd'hui. Je sais pas, ouais. En tout cas, il s'est fait jarter de chez Ruquier. Je suis assez contente pour ça. Non. Alors ça c'est facile. Après avoir fabriqué Frankenstein, maintenant c'est un peu il vient plus. Pendant combien d'années ces propos ont été tenus sur la? Non mais je suis d'accord, mais à un moment donné, il y a une action qui a été, virée d'ITélé. Il y a quand même une action qui a été mise en place. C'est peut-être pas suffisant, mais c'est déjà ça pour moi. Il continue d'officier sur la première radio de France. Oui, RTL le matin. Oui, bon après, faut écrire à RTL ou je sais pas. Non mais excuse-moi, il officie pas sur un podcast qu'il a lancé lui-même. Non mais d'accord, mais il faut. Alors après, s'il officie toujours sur RTL, effectivement, il y a aussi quelque part une part de responsabilité qu'il faut qu'on soit capable d'accepter. Appelez RTL tous les matins. Non mais crois-moi que si t'envoies des courriers par ça c'est une chose. Voilà. Appelez RTL, appelez la rédaction, appelez le CSA. Demandez une contre, je sais pas, j'ai pas le temps. Un droit de réponse. Voilà, un droit de réponse ou un truc dans le genre. Mais voilà, je veux dire. Vous savez quoi? Je vais vous faire une petite confidence. D'accord. Allez, la confidence et on accueille Kamel juste après. Voilà. Dans les grandes organisations internationales type, on va dire OSCE, Commission européenne, etc., il y a des personnes qui sont en charge de différents dossiers. Vous savez comment fonctionnent les lobbies? C'est du harcèlement.
Ouais. Il lâche pas la personne qui est en charge. Oui. Alors par contre, quand il s'agit d'islamophobie ou de racisme, on va s'offusquer sur les réseaux sociaux. Tous les samedis soirs, les personnes sont mécontentes. Je dis, mais vous êtes quoi, sado ou quoi? C'est prévisible. On n'est pas couché. Tous les samedis soirs, on va avoir un débat identitaire. Maintenant, cette énergie-là, canalisez-la et vous ne lâchez pas France Télévisions et le CSA. C'est comme pour un député, par exemple, qui vote. Combien savent ce que leur député vote comme loi? Pas beaucoup. J'ai été invité une fois à une conférence. Ouais, etc. D'accord, excusez-moi, vos députés, vous connaissez? Ils pouvaient même pas nommer leur député. Le même député de cette circonscription-là qui avait voté pour la loi de surveillance, pour l'état d'urgence, etc. Donc, excusez-moi, vous faites un chèque en blanc pour les députés dès qu'ils arrivent au pouvoir, mais après, ils sont à la merci de qui? Des lobbies. Ben, s'il n'y a pas un lobby citoyen, il n'y aura pas de défense des intérêts des citoyens, qu'ils soient musulmans ou non. Alors, ça me rappelle d'ailleurs une époque où vous vous souvenez de Philippe Tesson? Oui. Philippe Tesson qui avait eu des propos absolument scandaleux islamophobes sur Europe 1 chez Morandini à l'époque. On lui fait une excuse. Bah non, mais c'est pas ça, c'est que on a été ici, moi j'ai été de ceux qui avaient appelé pendant plus de 15 jours à envoyer des courriers, envoyer des copies. Il y a 10 personnes qui ont joué le jeu. Ah voilà. Au bout d'un moment, il n'y a pas 10 personnes qui nous écoutent, je peux vous l'assurer, il y en a beaucoup plus que ça. Parce que les gens délèguent. Ah bah ils font le travail, c'est bien. Ah oh, t'as vu, oh là, il a fait un débat, c'est super. En fait, c'est en gros, les personnes qui se mettent en place publique risquent leur carrière, leur réputation, des fois même on peut dire leur intégrité physique pour pas dire leur vie. Et puis les gens ils dorment tranquilles, ah oui, t'as vu ça, il a fait un super débat. C'est quoi, ça s'appelle de la lâcheté, ça, non? Ou de la résignation. Non, parce que c'est pas, non. Avant la résignation, c'est, bah, de toute façon, ils font le travail, c'est bien. Moi, je suis désolé. Quand des personnes s'exposent et risquent gros à l'échelle individuelle, et lorsqu'ils se retournent, il n'y a jamais personne, il y a un moment, ceux qui sont censés se résigner, ce sont les militants, ce sont pas les personnes qui sont dans la sphère. Voilà. Kamel, tu suis ce débat houleux, mon cher Kamel. Bonsoir. Oui, bonsoir à tous, aux auditeurs et tous ceux qui... C'est quoi ce téléphone pourri, Kamel? Kamel? Oui. C'est quoi ce téléphone pourri, là? On t'entend mal. Oui, est-ce que ça va, là? Est-ce que ça va mieux? Non, pas terrible, non. Je sais pas d'où tu nous appelles, mais c'était pas comme ça tout à l'heure, sinon je t'aurais jamais passé à l'antenne, Kamel. Fais en sorte d'arranger ça, s'il te plaît. Oui, et là, c'est mieux? Oui, bon alors, qu'est-ce qui se passe, Kamel? Bonjour, Kamel. Non, bonsoir à vous toutes et à vous tous. Et moi, ce que j'ai envie de dire, finalement, le débat, il est très intéressant puisqu'il va nous amener à cette création. Yasser pointait le fait qu'il fallait être et devenir un lobby. C'est un peu ça. Moi, j'appelle effectivement. Non, pas un lobby. Non, pas un lobby. Non, encore une fois, franchement, pour moi, c'est un gros mot le terme lobby. Enfin, pour une personne comme moi, c'est juste que les citoyens s'organisent pour peser politiquement. Alors, je t'arrête 2 minutes. Moi, je crois, parce que on nous a parlé du communautarisme il y a une vingtaine d'années, lorsque le CEVIPOP a fait cette fameuse enquête, ce fameux dossier, sur lequel il démontrait que les africano-arabo, berbéro-musulmans s'organisaient, représenteraient peut-être entre 6 et 12% du corps électoral. Ça a bien évidemment donné des leçons à certains pour faire en sorte de, faire atomiser notre communauté. Le but, c'est d'atomiser notre communauté. Pourquoi? Parce que, effectivement, la crainte de voir un jour un personnage arriver, comme Monsieur Ramadan, par exemple, je donne des noms comme ça, de voir que derrière, il puisse y avoir 6, 7 ou 8 millions de personnes qui vont suivre ce personne. Ça veut dire quoi, très concrètement? Ça veut dire que demain, si cette communauté s'organisait, eh bien, en tapant sur l'épaule des 2 derniers candidats en lice à la présidence, il serait qu'il est élu grâce à ce vote. Ne nous cachons pas la face, les amis. Ce pays est un pays de lobby, à commencer par la scientologie, la franc-maçonnerie et toutes ces autres communautés qui s'organisent. Moi, je dis, soyons dans le mimétisme, tout simplement. Ouvrons les yeux et faisons comme les choses se sont faites. Les gens se sont organisés de la sorte, et vous le savez très bien si vous relisez l'histoire de France, que ce sont à la fois les régions, les communautés culturelles, etc., qui pèsent, que ce soit donc arrêtons. Kamel, on t'entend plus là. Alors, on a bien compris en tout cas ton message, merci beaucoup Kamel. Soyons dans le mimétisme, c'est ce que propose Kamel, et se servir de l'exemple d'une réussite peut-être pour certaines communautés à être aujourd'hui un lobby.
centralisé. Aux États-Unis, le lobby, ça marche bien aussi. Non. D'abord, pour commencer, les lobbies, ce sont des groupes d'intérêt restreints entre différentes personnes qui ont énormément de moyens, donc c'est facile de se coordonner entre eux. Quand même. Voilà, oui, mais bon, quand on a par exemple une fédération de je sais quoi de vendeurs d'alcool qui se réunissent, généralement c'est les 3-4 plus grosses boîtes qui se réunissent et c'est facilement du coin, voilà, autour d'une table, etc. Et là on s'organise. Là on parle de mobiliser plusieurs milliers de personnes. Encore une fois, moi, ce que je pense être faisable, l'histoire le prouve, en tout cas l'histoire des luttes populaires, c'est lorsque les gens s'organisent à l'échelle locale. Ne cherchez pas à avoir des ambitions démesurées à l'échelle de la France. Non. Les révolutions ou les mouvements de masse, c'est pas comme dans les films. Tout d'un coup, la masse se soulève, etc. Non, c'est pas comme ça. C'est que chacun, à l'échelle de son quartier, de sa commune, de son département, rejoindre les initiatives qui ont le potentiel de peser et qui justement agissent de manière crédible, transparente, bien sûr, avec les conditions à respecter, dans la défense des intérêts de chacun. Or, je suis désolé, j'ai fait assez d'associations à travers la France et même à travers l'Europe pour voir que beaucoup d'acteurs de qualité, qui sont une force de proposition, qui sont extrêmement doués, manquent de moyens. Et quand on leur parle, la première chose qui vient, c'est même pas on veut de l'argent, on veut des mains qui viennent nous aider. La simple chose, par exemple, la gestion administrative, aider à envoyer les flyers, aller prospecter. Enfin, moi qui ai vécu aux États-Unis, je sais très bien que les mouvements, ce qu'on appelle les mouvements terrain ou les mouvements grassroots, faire du porte-à-porte, c'est le b.a.-ba. En France, on se contente de je vais envoyer un mass mailing et puis je vais m'arrêter, je vais attendre. Je vais faire un post Facebook et je vais m'arrêter, je vais attendre. Non, il faut du contact humain. Si on n'est pas capable de travailler à l'échelle humaine, individuellement puis collectivement, faut arrêter de rêver et de vendre une espèce de chimère aux gens. Bon. Vous allez voir en France, on vote. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Encore une fois, voyez bien que les comités locaux s'organisent pour qu'une organisation à l'échelle nationale prenne la relève. C'est le cas de la France Insoumise, c'est le cas de bien d'autres. Génération aussi, non? C'est pas le cas du mouvement de Benoît Hamon. De Benoît Hamon. Il y a aussi Benoît Hamon qui se lance. Ouais. Comment est-ce qu'il se lance, Benoît Hamon, du tout? Il a commencé par des comités locaux. Et justement sur son site, je pense que pour avoir été le visiter, justement, il propose que des personnes, exactement, initiative locale. Pourquoi? Parce qu'il y a que les personnes qui habitent dans un endroit qui peuvent défendre les intérêts des habitants de cet endroit. Une personne qui habite à Vitry-sur-Seine, que je connais assez bien, ne comprend pas ce qui se passe à Marseille, par exemple. C'est que chacun au niveau local. Il n'y a pas grand monde qui comprend ce qui se passe à Marseille, je te rassure. Mon cher ami Yasser, Anissa, avec nous dans un instant, le bilan de Yasser Louati dans son avis tranché. Deux petites choses à vous rappeler et j'en profite d'ailleurs pour ce que tu disais, Yasser, pour saluer le travail de terrain de toutes ces associations dont on ne parle pas au niveau local et qui font un travail magnifique. Et d'ailleurs, n'ayons pas peur de dire que dans certaines villes, c'est elles qui tiennent la stabilité de la ville et des quartiers. Donc bravo à toutes ces associations et qui travaillent pour la plupart dans l'ombre. Et puis toute autre chose, rien à voir, demain LGF spécial, parce que demain la France va un peu s'arrêter à 16h. Il y a un match de l'équipe de France pour son quart de finale face à l'Uruguay et on va se délocaliser pour l'occasion. On sera du côté de Montreuil chez notre ami Rissani Remetna, donc c'est aux 50 rue de Paris et vous êtes tous cordialement invités. Ça vous coûtera 7 € pour voir le match sur grand écran et rencontrer donc l'équipe du LGF demain pour venir voir le match ensemble et espérons faire la fête ensemble pour une victoire et encore un coup de scooter de notre ami Mbappé. Allez, dans un instant, le bilan de Yasser Louati sur France Maghreb 2. Vos appels évidemment 01 40 33 9000. On va évidemment parler de ce qui s'est passé en Belgique parce que on parle de l'islamophobie, mais on va parler de l'islamophobie à l'échelle européenne avec une violence rarissime. C'est ce qu'a vécu en tout cas une jeune fille belge qui portait le foulard, 19 ans. Elle a été scarifiée à plusieurs endroits de son corps. À tout de suite. LGF, le grand forum avec Anissa Regui, avec Yasser Louati. Anissa Regui, avocate, et Yasser Louati, cofondateur du CJL, le comité de justice et liberté pour tous. Et elles sont avec nous aujourd'hui sur France Maghreb 2. Avant de faire le bilan de cette fin d'année, d'ailleurs ça tombe bien, c'est la période d'examen. On attend d'ailleurs pour la plupart d'entre eux les résultats. Résultats du bac, je crois que ça tombe demain, il me semble, ou là prochainement en tout cas. Donc beaucoup de familles vont être un peu stressées, les résultats du brevet et compagnie. Et on souhaite réussite évidemment à tout le monde. Pour faire une petite conclusion à tout ce qui a été dit tout à l'heure sur cette question du jour, dont je vous invite d'ailleurs à continuer de voter sur le fait que donc des militants de l'extrême droite qui ont été arrêtés il y a quelques jours, quelques semaines maintenant, qui projetaient de commettre des attentats contre les musulmans,
pour la plupart d'entre eux ont été relâchés, placés en liberté conditionnelle. Est-ce que ce type de décision va banaliser l'islamophobie? Vous continuez à répondre pour faire le bilan. Finalement, sur tout ce qui a été dit avec Anissa et Yasser et les auditeurs, c'est que finalement tout ça peut être conjugué, que ça soit sur le volet juridique, le volet aussi militantisme, tout ça peut finalement lier à aboutir à quelque chose, et peut-être que la sagesse, j'ai envie de dire, d'un grand militant comme Yasser Louati est de dire de commencer à petite échelle, d'abord à un niveau local et ensuite d'entreprendre peut-être à l'échelle nationale. Mais commençons par le commencement, c'est déjà peut-être le commencement. Je vous rappelle également que demain le grand forum se délocalise, on va arrêter de parler de politique, demain on va se concentrer un petit peu sur ce qui se passe, c'est le match de foot, c'est le quart de finale de l'équipe de France qui affronte le Brésil. Un tox ou pas sur le fait que Cavani joue, eh bien visiblement moi je pense, très sincèrement je pense qu'il va jouer. Il y a un gros coup de bluff de la part des Uruguayens puisqu'il a repris l'entraînement cet après-midi. Donc en tout cas nous on va se délocaliser, on va suivre le match avec vous, le commenter avec les auditeurs auditrices, avec les spécialistes aussi de la radio, les amateurs de foot demain à Montreuil, c'est aux 50 rue de Paris, donc c'est Rematna de Montreuil. N'hésitez pas, ça vous coûtera 7 €, c'est pas grand chose pour voir un match donc sur grand écran et passer un bon moment. Vous avez pour ce prix-là café et eau à volonté. Donc voilà. Alors, est-ce que notre ami Yasser... Non ? D'accord, on n'est pas prêt. On va y aller dans un instant pour ce bilan de fin d'année avec Yasser, il est prêt. C'est Anissa qui est pas prête. Ah si, bon. Alors Anissa elle est prête, Yasser il est prêt, donc ça veut dire qu'on peut y aller. Alors on y va pour le bilan, c'est parti, le jingle de la vie tranchée. Alors piétinez-moi, allez-y. Le bilan donc de Yasser Louati, le bilan de la fin de l'année, Yasser. Alors l'année maintenant touche à sa fin en ce qui concerne la saison. Je pense que c'est ma dernière radio pour la saison 2018. Ah bon? Après ça y est. Ah non, on est encore là, nous, tout le mois de juillet, monsieur. Hein. Écoutez, je pense que pour me concernant, je vais me concentrer un peu plus sur le CJL qui prépare sa rentrée aussi. Alors, je vais commencer par un extrait d'un grand écrivain que j'admire et je le nommerai à la suite. Ouvrez les guillemets. Et alors, un beau jour, la bourgeoisie est réveillée par un formidable choc en retour. Les Gestapo s'affairent, les prisons s'emplissent, les tortionnaires inventent, raffinent, discutent autour des chevalets. On s'étonne, on s'indigne, on dit, comme c'est curieux, c'est le nazisme, ça passera. Et on attend, et on espère, et on se tait à soi-même la vérité que c'est une barbarie. Mais la barbarie suprême, celle qui couronne, celle qui résume la quotidienneté des barbaries, que c'est du nazisme. Oui, mais qu'avant d'en être la victime, on en a été le complice. Que ce nazisme-là, on l'a supporté avant de le subir. On l'a absous, on l'a fermé l'œil dessus, on l'a légitimé parce que jusque-là, il ne s'était appliqué qu'à des peuples non européens. Que ce nazisme-là, on l'a cultivé, on en est responsable. Et qu'il sourd, qu'il perce, qu'il goûte, avant d'engloutir dans ses eaux rougies de toutes les fissures de la civilisation occidentale et chrétienne. Paix à son âme, à Aimé Césaire, qui nous a laissé ce testament, discours contre le colonialisme. Alors aujourd'hui en France, on voit qu'on s'offusque ou plutôt on fustige Donald Trump qui arrache les enfants des familles immigrées et qui les enferme dans des camps de concentration. On s'offusque contre le gouvernement fasciste d'Italie qui parle de nettoyer ethniquement les rues italiennes de toutes les communautés roms. On s'offusque ici et là des différents gouvernements fascistes. Mais quand on voit par exemple que l'ambassadeur de France en Hongrie soutient et porte au nu Viktor Orban, le fasciste parmi les fascistes ici même au sein de l'Union européenne, on doit se poser des questions, mais à quoi joue la France? La France qui elle-même a été épinglée dans un rapport de la FIDH pour son armement et son soutien à la dictature du maréchal Sissi en Égypte. Comme si c'était pas suffisant d'avoir armé et soutenu Kadhafi, comme si c'était pas suffisant d'avoir armé et soutenu Ben Ali et qui plus est d'avoir proposé de soutenir en pleine révolution tunisienne. Qu'en est-il ici en France où on a un Gérard Collomb qui parle de gesticulation lorsque les groupes identitaires jouent ou plutôt se substituent à la police pour s'adonner à la chasse à ceux qu'on appelle les migrants au col de l'échelle? Qu'en est-il lorsque la gendarmerie française abandonne des migrants mineurs, ceux qu'on appelle des migrants plutôt des exilés,
et qui les abandonnent dans la neige en haute montagne. Qu'en est-il lorsqu'en France, la police peut tuer impunément sans rendre de compte et qu'en plus de tout cela, nous n'avons aucune visibilité sur pourquoi est-ce que les policiers tirent sur des jeunes et qu'en plus ils ne rendent pas de compte? Qu'en est-il en France lorsqu'on a une loi surveillance qui a fait de notre pays un pays qui vit sous état policier, mais qui en même temps se permet de donner des leçons de démocratie à la Turquie et à d'autres pays. Encore une fois, le bilan est vraiment morose. La France se porte très mal. Elle se porte très mal sur les questions des droits humains et des libertés publiques, mais elle se porte aussi très mal sur la question sociale. Voilà que nous avons un président qui porte ouvertement un agenda néolibéral et qui veut nous faire croire que ce qui est bon pour le CAC 40 est bon pour les travailleurs prolétaires, ces petits travailleurs précaires à qui on veut retirer toute couverture sociale et qu'on veut enfermer justement dans la précarité permanente en leur disant la flexibilité, c'est justement l'avenir, que l'ubérisation de l'économie apportera le plein emploi ici en France. Je m'offusque aujourd'hui face à un discours officiel qui tend à nous faire croire que demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Malheureusement, je viens avec des mauvaises nouvelles. Demain sera pire qu'aujourd'hui. Parce qu'en plus de détruire le pacte social et tous les acquis sociaux acquis après la Seconde Guerre mondiale, voilà qu'aujourd'hui on veut nous faire croire qu'un État qui disparaît et qui sous-traite le pacte social aux multinationales est un État qui ne veut du bien. Malheureusement, nous sommes aussi face à une situation où les citoyens tendent à abandonner et à se résigner à accepter la situation telle qu'elle est. Mais j'ai par contre des bonnes nouvelles qui pour l'instant ne viennent pas de France mais viennent d'ailleurs. Regardez ce qui se passe par exemple aux États-Unis avec cette candidate qui était serveuse jusqu'à il y a quelques jours et qui a battu le ponte démocrate dans le quartier du Queens à New York. Voyez maintenant le parti démocrate qui est assiégé par la mouvance Bernie Sanders qu'on traite de l'extrême gauche alors qu'il n'a qu'un projet socialiste. Il nous demande que la protection universelle et la protection des travailleurs. Encore une fois, les institutions en place n'ont rien à nous apporter. Le Parti socialiste est en train de mourir et j'espère qu'il crèvera d'ici la rentrée. Les républicains ont été atomisés et j'espère qu'ils le resteront pour longtemps. Mais ce qui nous pose problème malheureusement en France, c'est que la normalisation des discours de Marine Le Pen a atteint aussi bien la gauche que la droite. Et sans sursaut citoyen à l'échelle individuelle, encore une fois, nous léguerons à nos enfants la honte et la trahison que nous avons témoigné vis-à-vis de leur futur. Alors, où est l'avenir ici en France? L'avenir aujourd'hui ici en France, malheureusement, ou plutôt heureusement, c'est de rester révolté tous les jours. Il n'y a pas d'opportunité pour se soulever et refuser ce diktat aussi bien du CAC 40 que du MEDEF, que du Printemps républicain, que du Front National, que du CRIF. Pour parler justement de la question sioniste, regardez le succès avec lequel BDS est en train de se propager à travers le monde. Différentes villes européennes soutiennent BDS et justement signent des motions de boycott culturel et financier du colonialisme israélien, qu'il s'agisse de l'Espagne ou de l'Irlande. Les exemples viennent d'ailleurs. Mais c'est vrai que la France est un pays sous occupation sioniste où justement toute personne qui ose se soulever contre le diktat israélien est taxée d'antisémite. Or, il n'y a pas plus antisémite que les sionistes eux-mêmes, comme je l'avais démontré dans ma chronique d'il y a à peu près un an. Les mêmes sionistes qui portent au nu les néofascistes et les néo-nazis à travers l'Europe veulent nous faire croire que associer la religion juive au fascisme israélien, c'est faire preuve d'amitié envers les juifs. Pour terminer, mon ami Christophe, nous avons tout un été pour nous reposer. La rentrée sera violente. D'autres sacrifices seront demandés à tous les travailleurs, qu'ils soient noirs, musulmans, arabes ou blancs. Mais encore une fois, sans convergence de ces luttes, nous n'arriverons pas à grand chose. Je ne parle pas de convergence de lutte de manière mythique. Je parle justement que les différentes luttes se radicalisent un peu plus pour non seulement exiger la fin du statu quo, mais pour remettre en cause cette 5e République qui a été imaginée pendant l'ère coloniale et qui a été taillée sur mesure pour que le général de Gaulle ait un maximum de pouvoir. L'avenir reste incertain pour le néolibéralisme à condition que chacun d'entre nous remette en question les fondations qui le font prospérer et que chacun d'entre nous prenne ses responsabilités. Merci Yasser pour ce bilan. Pas très réjouissant ce bilan, Yasser. En tout cas, j'ai appris une information, c'est que c'était ta dernière aujourd'hui.
Oui. Voilà. Pour la saison. Oui, pour la saison, évidemment. Hein. 01 40 33 9000, est-ce que vous partagez le bilan de notre ami Yasser Louati? T'as oublié peut-être dans les exemples que t'as donnés de ce qui se fait de bien ailleurs. Alors je sais pas si c'est une bonne nouvelle. À Tunis, maire de Tunis, c'est une dame. C'est bien ça, Yasser? C'est une bonne nouvelle que ce soit une femme. J'espère maintenant que ce sera pas seulement un symbole. Si c'est pour que ce soit une femme qui perpétue les politiques de Ben Ali ou qui donne un blanc-seing ou une caution féminine à la corruption en place, on n'aura rien gagné. C'est pour ça que je me méfie des symboles. Élire une personne... Rappelons qu'elle est du parti El Nahda, hein. Enfin, soutenue par El Nahda, parce qu'elle se dit indépendante. Après, est-ce qu'elle fait partie de Nahda de manière parce qu'elle est valée utilitariste ou pour... J'en sais rien. Par contre, oui, c'est une bonne chose qu'une capitale arabe soit dirigée par une femme. Ça, c'est une bonne chose. Maintenant, j'espère que cette dame-là ne s'arrêtera pas à la symbolique et qu'elle, justement, elle mettra en place, ou plutôt donnera les moyens aux aspirations de la révolution tunisienne de devenir réalité. On peut dire quand même, avec toute tranquillité, mon cher ami Yasser, que la Tunisie est quand même un bon élève en matière des droits des femmes, les conditions des femmes, depuis longtemps quand même. Ouais, c'est un peu plus compliqué que ça. On en a fait un tapage permanent sous l'ère Ben Ali. Or, je suis désolé, est-ce qu'une femme qui est opposante politique est protégée? Non, elle n'est pas protégée. Elle subit le même sort que le reste. Par contre, oui, il y a certaines avancées en matière de droits des femmes. Ça, c'est certain. Par contre, oui, j'aimerais bien qu'on aille au-delà seulement des grandes annonces et des grands principes. Ouais. Alors, 01 40 33 9000 évidemment pour nous appeler. On va peut-être demander la réaction d'Anissa sur ce bilan. Je sais que toi t'es un peu plus positive, Anissa. Ouais, en tout cas peut-être plus candide ou plus, je sais pas, plus rêveuse. Ouais, rêveuse. En effet, je pense rêveuse. Pour moi, le rêve ou l'utopie, d'une certaine manière, reste un moteur de l'histoire. Donc, oui, le bilan est noir, pas forcément, je dirais. Optimiste, mais j'ai quand même noté, cette touche d'espoir qui résiderait peut-être dans l'organisation. Exactement. Oui. Voilà. Donc dans l'organisation des bonnes volontés au niveau local, comme tu le disais tout à l'heure, et peut-être après. Justement, c'est que. Oui, Yasser. En fait, c'est que il n'y a pas d'initiative qui soit vraiment trop petite. On ne sait pas par où ça peut prendre. Mais encore une fois, il faut que des initiatives en fait réussissent pour inspirer d'autres initiatives, mais moi, qu'elles soient copiées ou reprises ailleurs de manière plus efficace, en ne répétant pas les mêmes erreurs, tu vois. Mais encore une fois, il faut agir. Et dans l'action, on trouve les réponses, en se frottant au terrain, on trouve les moyens de parvenir à des résultats qui sont meilleurs de ce que nous avons aujourd'hui. L'erreur en France, c'est que avec un État central fort, c'est qu'on délègue tout aux partis politiques en espérant qu'ils vont agir pour nous. Le problème, c'est qu'on élit des gens, on fait un chèque en blanc, et ces personnes-là, une fois qu'elles sont élues, qu'est-ce qu'elles font? Elles se mettent au service des lobbies qui, eux, sont organisés et restent justement en permanence à la porte de l'Assemblée pour faire passer les lois qui les arrangent. Mais moi, si tu veux, dans la difficulté que j'ai avec les organisations au niveau local, c'est de voir, par exemple, des Notre-Dame-des-Landes germer un peu partout, si tu veux. J'y suis allé et j'ai vraiment aimé. Ah bah voilà, tiens. J'y ai passé 3 jours à Notre-Dame-des-Landes. C'est vrai. Et sincèrement, et donc je me dis, est-ce que le pacte social dans son ensemble risque pas aussi d'exploser du fait de ces initiatives locales ou même de descendre d'un niveau? C'est-à-dire que finalement tout ce qui relèverait de la solidarité nationale serait organisé. Il n'y a pas plus solidaire que la ZAD, Anissa. Oui, non, mais c'est pour ça se dit, est-ce que finalement ce qui s'organiserait au niveau national ne descendrait pas d'un niveau et s'organiserait finalement au niveau local? C'est-à-dire que on serait plus sur un raisonnement à l'échelle nationale, du territoire national, mais plutôt des organisations locales qui mettraient en place une organisation au niveau local, et ensuite fédérer ces différentes initiatives. Bon, alors parce que c'est plus facile de s'organiser localement que de chercher à s'organiser au niveau national. C'est trop compliqué. On accueille Rachid de Dijon, s'il vous plaît. Rachid, bonsoir. Bonsoir Christophe. Je suis tout à fait d'accord avec ce qui se dit en ce moment sur la politique extérieure et intérieure du gouvernement. Et je voulais dire, comme la dernière fois lors de mon appel, qu'il faut montrer les couleurs de la Palestine. Parce que il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas le drapeau palestinien. Beaucoup de gens de type européen et de type maghrébin me demandent de quel pays est ce drapeau. En tout cas, ils connaissent tous la couleur du drapeau algérien.
tout le monde entier. Je sais pas si c'est une bonne chose. Attends, ça dépend dans quelles circonstances. Comment ça, Yasser? Comment ça? Je suis désolé, c'est pour aller nous faire comme la dernière Coupe du Monde. Dès qu'il y a un but, on n'arrive plus à dormir avec les drapeaux. Excuse-moi, moi je suis désolé. Les drapeaux algériens, des fois je me dis, bon les gars, sérieusement, on peut dormir ou pas? C'est pas méchant. C'est pour taquiner mes voisins algériens. La semaine dernière, j'étais avec mon grand drapeau palestinien au-dessus d'un pont à Dijon. Et au bout de 40 minutes, on va dire, la police est arrivée, ils étaient à 5, ils m'ont braqué avec leur pistolet, m'ont menotté et m'ont dit qu'est-ce que je fais avec ce drapeau de terroriste? Je lui ai dit mais c'est pas un drapeau de terroriste, c'est le drapeau de la Palestine. Il me dit tu devrais avoir le drapeau de la France et pas un drapeau de terroriste. On peut voir les deux. Et je leur dis mais c'est pas un drapeau de terroriste. Il me dit t'aurais mieux fait de te jeter par-dessus le pont avec ton drapeau. On aurait parlé de toi au journal. Ouais, bon. Ouais. Ça, c'est après, c'est voyant, et je leur ai dit, je suis palestinien. Ils me disent, non, t'es pas palestinien, t'es français. Et en fait, j'avais l'impression d'avoir 5 sionistes devant moi. Finalement, voyant qu'ils avaient rien à me reprocher, ils m'ont relâché. Mais j'invite tout le monde. Parce qu'apparemment, les gens, on est des millions à soutenir la Palestine, que ce soit des Français de toute origine. On est des millions à soutenir la Palestine, mais on reste tous chez soi. Et on ne sait pas qu'on est aussi nombreux. Et en montrant les couleurs de la Palestine, quotidiennement, mais au-delà de ça, on comprend l'importance du soutien de la Palestine. Et le gouvernement verrait, les communes verraient l'importance du soutien de la Palestine et finiraient par réagir. Mais là, c'est comme si on se taisait et on acceptait ce qui se passe. Le boycott ne suffit pas. Parce qu'on ne voit pas... Non mais c'est déjà, excuse-moi, déjà on a déjà du mal à mobiliser pour boycotter. Il faut pas dire que ça marche pas. Je suis désolé. Non, BDS marche. Voir que le gouvernement israélien considère BDS comme une menace stratégique, excusez-moi du peu, c'est quand même pas rien. Et le CRIF qui a dernièrement d'ailleurs demandé à ce qu'on interdise totalement BDS et ils ont demandé. Comment s'appelle Aliomari. Oui. Et ils ont également rajouté, parce que c'est voilà ça, ils ont rajouté demander à la France qu'elle déménage aussi son ambassade à Jérusalem. Et pourquoi pas, ils peuvent le faire. Ouais, voilà. Ils peuvent demander ça parce que ça c'est une demande du CRIF. Mais mon idée c'est de rajouter le drapeau palestinien, même si pour certains disent que c'est ostentatoire parmi ceux que je rencontre. On n'est pas au point de l'ostentatoire quand on commet des crimes en Palestine, quand on met les enfants en prison, quand on tabasse les femmes et les enfants, quand on tire au sniper. Il y a plus, on a dépassé le stade de l'ostentatoire. Merci Rachid pour ton avis en tout cas. Alors deux petites choses parce que le temps passe super vite finalement. Quand on est bien accompagné, ça se passe bien. Avec Yasser et Anissa. Alors une information importante que je souhaitais qu'on traite parce que c'est une agression quand même d'une femme qui porte le foulard en Belgique. D'une violence sans rare. C'est une fille qui a 19 ans. Ça se passe en Belgique, effectivement. Elle a été prise par 2 individus, plaquée au sol. On lui a enlevé le haut, le soutien-gorge, on l'a mis à nu, quoi. Et on lui a scarifié avec un objet coupant, tranchant, la poitrine, les jambes, le visage, les bras. Et évidemment, les individus ont pris la fuite. Une enquête est apparemment ouverte en Belgique. Mais ça veut dire aujourd'hui que, effectivement, tu parlais de la Hongrie tout à l'heure, mais on peut parler de tous ces pays où l'extrême droite est en train de prendre un terrain considérable, où le populisme prend vraiment un terrain dangereux, et que l'extrême droite aujourd'hui peut s'afficher tranquillement et commettre ce type d'acte qui est un crime. Il y a certains qui n'ont pas peur de le dire, c'est un crime que de s'en prendre à une femme de la sorte avec un objet tranchant. Imaginez-vous, elle a 19 ans, cette fille. Elle est encore jeune dans sa tête. Encore une fois, ça confirme la tendance historique de l'islamophobie, c'est le racisme des lâches. Parce que ces personnes-là s'en prennent toujours à des femmes qui sont soit sans défense ou qui ne sont pas accompagnées. C'est toujours comme ça, c'est toujours le même schéma qui se répète. Malheureusement, et là je suis révulsé par la presse française, je regarde, là je suis face à mon ordinateur, il n'y a pas un média français qui en parle, absolument. Il n'y en a pas un seul. Si, j'ai lu quand même. Ah bon, quel média français français en France, je parle. Ah, français, je sais pas. C'est les médias belges, c'est la Provence. Après, t'as les médias communautaires, oui, ils en parlent évidemment. Ouais. Mais les médias français, BFM TV, etc., n'en parlent pas. C'est une agression. Je sais même pas d'ailleurs s'ils sont au courant, à la limite. Non, vu le bruit que ça a fait sur les réseaux sociaux avec tous les journalistes, etc. Toutes les personnes, voilà, qui ont plusieurs, milliers de followers sur les réseaux sociaux ont tweeté ça.
c'est qu'il y a une volonté de taire l'information, parce que je pense que déjà il y a eu cette préparation d'actes terroristes, plus l'agression islamophobe. Encore une fois, c'est ce que Frantz Fanon décrivait comme la dissonance cognitive. Ces personnes-là se sont créées une réalité dans leur tête, mais la réalité réelle contredit ce fantasme qui se sont créés. Donc forcément, dans la bulle médiatique, la musulmane n'est jamais victime, elle est toujours coupable. En tout cas, c'est peut-être l'occasion aussi de dire à l'État français qu'il faut prendre vraiment avec beaucoup d'attention et avec beaucoup d'intérêt ce qui s'est passé donc en Belgique, parce que voilà, c'est cette extrême droite qui se propage, les discours haineux qui se propagent un petit peu partout en Europe, il faut le dire, avec cette crise des migrants. Voilà, en tout cas, je souhaitais qu'on en parle. 19 ans a été scarifié avec un objet tranchant, coupant. On parle d'un ciseau. Donc cette fille de 19 ans, parce que elle portait le foulard, tout simplement, aux jambes, à la poitrine, aux bras et au visage. Un petit mot rapide aussi sur ce qui se passe du côté de Nantes. Avec, on l'a appris cet après-midi, le policier auteur du coup de fusil, donc du coup mortel qu'a reçu donc Boubacar, a été placé en garde à vue cet après-midi. Et de scènes d'émeute donc depuis 2 jours, évidemment, depuis que ce mort a été tué, ce jeune homme a été tué, Boubacar, qui était originaire de Garges, donc en région parisienne. D'ailleurs, il y a eu des émeutes pas plus tard qu'hier soir à Garges-les-Gonesse. Ce que retirent les médias aujourd'hui, c'est les scènes d'émeute. Effectivement, on peut évidemment les dénoncer, parce que c'est pas bien évidemment de casser des voitures, de casser des structures dont les habitants eux-mêmes de ces quartiers ont besoin. Mais moi, je me pose la question vraiment franchement, les gars. Est-ce que s'il n'y avait pas ce genre de scène, est-ce qu'on parlerait de ce qui concerne Boubacar et de la manière dont il a été froidement assassiné par la police française? Non. Oui, non? Non, clairement. Non. Mais Et puis parfois, ça reste aussi, pardon de le dire, hein, mais un mode d'expression politique. De casser? Ouais. Je le dis ouvertement, je suis pas parfois quand on est écarté justement des scènes publiques, juridiques ou autres, casser une vitrine, casser une voiture, ça reste. Non mais ça s'appelle de l'incitation à casser, ça, Anissa. Non, non, j'explique, je n'incite pas. Ouais. Je dis que ça peut être aussi un mode d'expression politique. Ouais, mais c'est pas un mode d'expression qui attire le respect, on va dire. Tu vois ce que je veux dire? Non, j'entends bien que ça. En plus, d'aller brûler la bagnole de ton voisin, non, mais on est d'accord. Ça change quoi? Enfin, est-ce que ça va régler le problème? Non, mais on est d'accord. Ceci dit, je remarque que il y a quasiment toutes les télévisions de France et de Navarre qui sont braquées sur ces quartiers-là en ce moment. Et la pendule, elle est braquée sur l'ordre de la pub, Anissa. Je suis désolé. Tu me laisses pas parler. Ah bah non, je peux pas. Il y a la pub. Moi, je me fais engueuler après derrière. Pub, et on est de retour très vite avec Libertad. Pourrait aussi apporter votre grain de sel là tout de suite. Je n'incite pas. Non, je n'incite pas à la violence, bien évidemment, mais je peux comprendre cette violence-là. C'est-à-dire que c'est cette violence-là, d'ailleurs, qui amène très probablement le cortège de caméras, de journalistes sur les lieux, qui donne la parole à ces personnes qui viennent contester la version officielle, et qui amène aussi. Alors, on dira c'est peut-être un symbole, c'est peut-être un écran de fumée, qui amène aussi le procureur de la République à dire on fait un appel à un témoin et on veut essayer d'avoir tout ça pour amener au calme. Mais je peux comprendre, je peux comprendre que des personnes qui aient pu assister à cette. Mais est-ce que ça résout le problème? Non, ça résout pas le problème. Bien évidemment que ça ne résout pas le problème, mais je ne suis pas là pour comment dire. Moi, j'ai jamais compris cette envie de crier une colère, d'aller casser, d'aller brûler des choses qui t'appartiennent. C'est à toi, c'est ton quartier. Quand tu vas brûler ton école ou ta bibliothèque, je trouve ça ridicule. C'est quoi ce raisonnement, quoi? C'est un jeune du quartier qui a été abattu. Et alors? C'est l'expression pardon de le dire encore, mais politique immédiate de ces jeunes-là, c'est de brûler. Accessible en fait. Oui, exactement. C'est la poubelle de quartier. C'est un peu primitif, pardonnez-moi quand même, non? La poubelle de quartier. C'est pas un peu primitif comme réaction? Oui, mais Christophe, c'est facile de dire ça dans un studio radio à l'abri de toute violence. Moi, je sais pas comment. Non, c'est pas facile. Je suis pas en train de justifier. C'est pas facile, Yasser. Je suis pas en train de justifier. Je parle seulement de l'aboutissement de ces actions-là ont lieu parce que on sait très bien que ces quartiers-là, pour y avoir passé quelques années de ma vie, voilà, c'est comme tu as dit une hogra permanente. Les policiers se comportent comme des forces d'occupation et non pas une force républicaine. Et au moment, il y en a un qui est descendu. Vous savez que humainement parlant, je dis pas que c'est une bonne chose. On va brûler et casser ce qui est à portée de main.
Oui, mais c'est vrai que ça serait beaucoup plus fructueux d'aller brûler et casser ceux qui décident. Parce que non mais je suis désolé. Ça aussi, c'est une incitation, ça, les gars. Non, c'est pas incitation, mais ça serait beaucoup plus logique. Ça serait beaucoup plus logique. Je dis seulement que parce que je suis désolé. On peut dans ce cas-là, si on s'offusque de ce genre de choses, il faut quand même parler de manière. Derrière, ça se traduit politiquement, bien évidemment, ce serait l'idéal. Le problème, c'est que cette violence-là, elle s'exprime là où elle peut s'exprimer, mais si jamais elle venait à s'exprimer à l'extérieur de ces quartiers-là, là où les centres de décision politique et économique se trouvent, vous verrez que on changerait radicalement de discours. Moi, je me souviens de mon temps quand on constatait une bavure policière, il y en a eu notamment dans ma ville. Il y avait ce qu'on appelait à l'époque une maison de quartier qui permettait de recueillir la parole des habitants, voilà, ça marchait bien. Oui, il y a pas eu d'émeute, il y a rien eu, mais voilà, mais si tu veux, là aujourd'hui, il y a plus de maison de quartier, il y a plus rien. Enfin, je veux dire, quel relais on donne à ces jeunes pour dire exactement, stop, arrêtez. Ne brûlez pas ce qui vous appartient. Votre voisin qui galère autant que vous n'a rien demandé à personne. Quand le mec se réveille le matin pour aller au taf et qu'il s'aperçoit que sa bagnole elle est brûlée, qu'est-ce qu'il se dit lui? Voilà. Effectivement, il y a un drame. Effectivement, il y a un mort et injuste et que ce jeune qui, alors on ne sait pas parce qu'il y a des vidéos apparemment qui viennent contredire la version policière. Je précise d'ailleurs que le procureur dans cette affaire est le même qui a menti en permanence dans l'affaire Wissam El Yamni à Clermont-Ferrand. C'est le même procureur, donc faut pas attendre à grand chose de la part de ce monsieur. Et puis le rôle des procureurs. Dans ce cas-là, que ces jeunes-là, je fais confiance au collectif. Ouais, tout à fait, et même au collectif derrière. Faites des marches silencieuses, faites des marches, allez devant la préfecture. Mais entourer la préfecture, quelle marche? Qu'ils aillent là-bas et qu'ils assiègent le bureau du procureur jusqu'à ce qu'il fasse son enquête. Ouais. Là, ça c'est une action citoyenne. Là, ils comprendront. Mais si c'est pour brûler les voitures du voisin, ils crament leurs trucs. Voilà. Exactement. C'est encore entre eux, c'est culturel, c'est comme ça. C'est ça que je voulais dire, Yasser. Si vous avez maintenant d'énergie à dépenser, je sais que c'est facile pour moi depuis Paris de le dire, mais sincèrement, épargnez vos voisins qui vous ont rien fait de grâce. Par contre, s'il y a une énergie ou une force politique, ou plutôt une volonté politique à exprimer, allez voir le procureur. Exact. Mais il y a des comités d'ailleurs qui s'organisent autour de ces bavures policières. Oui, vous savez qu'il y a eu un rapport qui est sorti il y a pas mal de temps, on en a parlé, enfin pas mal de temps, même pas un mois d'ailleurs. Au cours de la seule année 2017, il y a eu 14 morts suite à des interventions policières. 14 morts, ça fait plus d'un par mois. Pardon, mais c'est absolument scandaleux et honteux que cette police française qui est là pour assurer notre sécurité tue aujourd'hui. Et on a pu entendre sur des radios dans des débats, vous savez que c'est un petit peu les heures de gloire des débats aujourd'hui en ce moment. Si c'est pas l'islamophobie, on parle de, moi j'ai envie de parler, limite on a justifié la mort de ce jeune homme parce qu'on dit oui mais c'est un délinquant, vous comprenez, il n'a pas à se soustraire de cette manière-là. Ah bah dans ce cas-là, il faudrait faire appliquer le même raisonnement à Nicolas Sarkozy. Mais pourquoi est-ce que Nicolas Sarkozy n'aurait pas le droit au même traitement dans ce cas-là? Mais ils sont complètement malades ces gens-là. Oui. C'est ce qu'on appelle la déshumanisation de ce qu'on appelle les Noirs, les Blancs, les Arabes. C'est la loi du talion, Yasser, la loi du talion. Voilà, en tout cas, est-ce que vous pensez en un mot rapidement, est-ce que vous pensez que ça risque de faire comment dirais-je effet contagion dans les banlieues? On sait qu'il y a eu quelques émeutes hier soir à Garges. Est-ce que ça peut avoir un effet contagieux cette histoire de Nantes? Non, je pense pas que ça ait d'effet contagieux. On verra ce que dira l'avenir, mais au moins là pour le coup, il y a une prise de comment dire, une prise de conscience, on va dire, sur le plan national de ce qui s'est passé à Nantes. Ouais, Yasser, il veut pas d'effet contagieux d'après toi? De toute façon, tout est possible. Encore une fois, je veux dire, on est dans une situation, la situation sociale est tellement volatile on voit là encore une fois un événement qui peut se passer dans un quartier, voilà, loin, etc. On peut croire qu'il est isolé, on sait pas. Sincèrement, je peux pas me prononcer sur l'avenir. Bon, c'est l'été, de toute façon, voilà, le calendrier social, de toute façon, il est au ralenti. Ouais. Mais encore une fois, bon, on sait pas, je peux pas me prononcer. En tout cas, évidemment, on condamne tous, avec beaucoup de force d'ailleurs, ce qui s'est passé et sur le fait qu'un jeune homme ait été tué de 2 balles dans le cou, s'il vous plaît, hein. 2 balles dans le cou, c'est pas par ailleurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la réponse policière, même si le mec tente de s'enfuir, on lui tire dans le cou. Donc, quand on lui tire dans le cou, c'est pas pour le blesser, c'est pas pour le neutraliser, c'est pour le tuer. On est d'accord? Oui, on aurait pu viser les pneus, par exemple. Voilà, les pneus de la voiture, on aurait pu viser autre chose. Non, voilà, ouais, c'est vrai. Et sincèrement, c'est la réflexion la remarque que j'ai entendue à plusieurs reprises. Ah non, mais clairement, moi je me dis, si on est capable de si on n'est pas capable d'apprendre ça dans les écoles de police, excusez-moi. Pneus, quoi. Voilà. Bon, en tout cas, merci beaucoup à tous les deux. Yasser, bonnes vacances, hein.
Merci à toi, Christophe. Enfin, vacances, non. Non, tu vas partir un peu. C'est pas des vacances, non. Tu vas pas nous faire croire que tu vas travailler 2 mois. Yasser. Franchement, presque. Non, quasiment, oui. Bon, quasiment. Le CGL faut le porter, beaucoup de travail, etc. Les moyens sont limités. Bon, je te souhaite quand même une belle réussite. Merci Anissa. Et justement, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sou. J'espère que je pourrai compter sur tes compétences juridiques. Si tu veux, si le CGL en a besoin. Il y a aucun souci. Je signe. Il y a un pacte qui a été signé là maintenant en direct. Voilà. Bravo. Il manquait juste les caméras et la signature. Anissa, bonnes vacances. Non, tu restes avec nous encore. Quelques semaines encore et puis après je pars. Tu pars où? Je vais visiter un peu l'Europe de l'Est. Je vais dire coucou à Orban et mais tu es folle. Non, je pars. Tu pars. Bon, d'accord. Eh bien, bonnes vacances. Demain, rendez-vous. On sera pas dans les studios. On sera. Et toi, Christophe, tu pars ou pas? Oui, il y a des chances, mais je sais pas où. Bizarre, lui. N'importe quoi. Il a rougi, ça y est, il a rougi. Voilà. T'es un fou, quoi. Non, j'ai plus l'âge pour aller à Ibiza, voyons. Si. Non, je t'assure que non. Donc demain, on sera au 50 rue de Paris à Montreuil pour le match de l'équipe de France, France-Uruguay. Vous allez regarder tous les deux? Je pourrais pas, mais je souhaite. Enfin, si je regarde pas, j'écoute la radio, ou bien j'ai les commentaires live sur internet. Tu es à fond à l'équipe de France, Yasser, j'en suis sûr. Derrière certains de ses joueurs, peut-être. Ouais, c'est plutôt ça. Vous avez vu ce tweet de Henri Delasken? L'Afrique n'a pas été éliminée puisqu'il reste l'équipe de France. Il me fait rire ce mec. Bon, c'est tragique, c'est dramatique ce qu'il dit. Non, mais il est tellement ridicule. Non, mais c'est quelqu'un, je pense qu'il a manqué d'amour à son enfant. Ouais, je pense que voilà, c'est ça. Il faut le prendre comme ça. Faut le prendre comme ça. Il y a un trou qui veut combler. Invite-le, Christophe. Tu crois? Bah oui, carrément, invite-le. Demain, donc 50 rue de Paris à Montreuil, Red Atlas de Montreuil. Donc c'est demain. On vous y attend tous évidemment pour voir le match ensemble et faire un LGF en mode foot, en mode équipe de France. Ça coûte 7 €, je crois, l'entrée, mais c'est café à volonté. Je crois, il paraît qu'on peut même fumer la chicha. Il paraît. Bravo, c'est pas. Non, c'est pas bien la chicha, c'est pas bien. Il n'y a pas une émission qui consiste à dire que c'était cancérigène. C'est Fatima Wassak, vous savez qu'elle a poussé un coup de gueule contre ceux qui fument la chicha. Et en premier lieu son mari d'ailleurs. Je dis ça, je dis rien. Bon, bonne soirée à tous et rendez-vous demain à partir de 16h évidemment en direct de Montreuil. Passez une excellente soirée. Bonnes vacances à Yasser. Anissa, à très vite. Merci à toi. Et rendez-vous demain. Salut tout le monde. Voici le flash de 18h, 18h04. Oula, on est encore en retard ce soir. Incroyable. Marine Garel, tout de suite pour le flash. L'actualité de ce jeudi soir. Bonsoir Marine. Bonsoir à tous. Des renforts policiers vont être envoyés à Nantes. La ville secouée par des émeutes depuis 48 heures. Le Premier ministre Édouard Philippe était sur place ce matin. Il promet une enquête transparente sur la mort du jeune homme qui a été tué par la police lors d'un contrôle routier. 11 personnes sont en garde à vue après de nouvelles violences la nuit dernière. Par ailleurs, dans cette affaire, le policier qui a tué ce jeune homme de 22 ans à Nantes mardi vient d'être placé en garde à vue par l'IGPN pour violence volontaire par personne dépositaire de l'autorité publique ayant entraîné la mort sans intention de la donner. La direction de la SNCF prévoit 4 TGV et TER sur 5, ainsi que 2 intercités sur 3 demain, en raison d'un nouveau jour de grève. Plus d'1 million de voyageurs sont attendus dans les gares ce week-end. Le trafic sera donc légèrement perturbé demain et également samedi, en raison d'un appel à la grève, mais pas de perturbation prévue dimanche. Plus de 20 ans après le meurtre et le viol d'une jeune femme dans le Val d'Oise, un suspect a été confondu par son ADN. L'homme de 46 ans a été présenté à un juge en vue de sa mise en examen. Le 11 mai 1995, une jeune femme de 19 ans avait été étranglée au domicile de ses parents à Auvers-sur-Oise. Le concours d'entrée en école d'infirmier, c'est fini. Il sera supprimé à partir de 2019 et remplacé par une sélection sur dossier et des formations seront rattachées aux universités. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, et la ministre de l'Enseignement supérieur, Frédérique Vidal. Londres veut des explications. Le Royaume-Uni a sommé la Russie de s'expliquer après l'empoisonnement d'un couple de Britanniques exposé au même agent innervant que celui utilisé 4 mois plus tôt contre un ex-espion russe, Sergei Skripal et sa fille, suscitant des inquiétudes dans la population locale. Sport, le sélectionneur de l'équipe de France, Didier Deschamps, a tenu une conférence de presse tout à l'heure, à la veille du quart de finale des Bleus contre l'Uruguay. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement.